Ce soir, nous nous retrouvons pour parler du shiatsu. Jacques Laurent, qui est secrétaire général du SPS, et Marc Grimaud, qui est responsable de la commission déontologie du SPS, vont intervenir tous les deux ce soir sur différents sujets qui nous semble important d'aborder avec vous, en fait, tels que le rôle du SPS, le positionnement du shiatsu en France, en Europe et dans le monde, ou encore un sujet important, c'est la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Cette visio s'est imposée à nous pour rétablir certaines vérités, en fait. Voilà. Je vais commencer par poser une question à Jacques. Est-ce que tu peux, Jacques, nous parler de la place du shiatsu, en fait? Non, de la place et du rôle du SPS, Oui. notamment par rapport aux fédérations ou aux autres regroupements qui existent dans le domaine, en fait, du shiatsu. Alors d'abord, peut-être juste une toute petite introduction pour effectivement Oui. resituer la soirée en partie. Hein. En fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que le shiatsu, comme le SPS, il est victime des réseaux sociaux. Hein. On parle beaucoup des réseaux sociaux et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et en particulier de toutes les fake news qui sont véhiculées, de toutes les fausses vérités ou contre-vérités qui pullulent. Et le shiatsu n'y échappe pas, malheureusement. Hein. Il y a beaucoup on voit beaucoup de sites et on voit beaucoup de communications sur le sujet. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont véhiculées, et parfois des choses qui sont assez graves. Donc, on souhaitait quand même discuter un petit peu de ça et essayer d'apporter un peu de vérité dans l'affaire. Ça, c'est la première chose. Et puis le SPS, il n'échappe pas non plus au fameux bashing que vous connaissez, hein, c'est-à-dire que souvent il en prend pour son grade et on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est pareil, il était nécessaire de repréciser un petit peu les choses. Alors le SPS, comme vous le savez certainement, c'est un syndicat, hein, et donc c'est important de repréciser ça. Un syndicat, ce n'est pas une association. La loi sur les syndicats, elle date de 1881, donc bien avant la loi sur les associations. C'était la première tentative d'association, mais elle était en direction des travailleurs, en fait. Hein. Et donc, le SPS s'est constitué effectivement en syndicat professionnel, de professionnels, à la suite de la demande de la FFST. Hein. Je pense que c'est très important de repréciser ça parce que souvent on oppose la FFST au SPS, mais c'est à l'initiative de la FFST qui a été créé le SPS en 2009 déjà, hein, même si le SPS a vraiment pris son envol en 2011. Donc, quelle est la vocation d'un syndicat? Bah, c'est de défendre les professionnels, et nous, notre axe complet de travail, c'est effectivement la défense des professionnels. Et donc, ça nous conduit à effectivement avoir un champ très large d'action, notamment en direction des tutelles. Hein. J'étais tout à l'heure en train d'évoquer un rendez-vous que j'ai eu hier avec France Compétences, par exemple, mais on a des rendez-vous avec les ministères. On a des partenaires au niveau syndical, hein, comme autrefois nous étions affiliés à la Chambre nationale des professions libérales. Aujourd'hui, on est avec la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Donc, on a toute notre place dans un mouvement de défense des métiers. Et c'est vraiment ça qui va nous singulariser et peut-être nous différencier de la FFST, hein, puisque il y a quand même des différences, évidemment. Ce qui nous différencie essentiellement, c'est effectivement le fait que nous défendons les professionnels et les métiers, parce que nous considérons que exercer cette discipline qui est le shiatsu auprès de clients, c'est donc exercer un métier. Hein, et c'est ça qui est intéressant. Nous souhaitons promouvoir le métier. Notre vocation n'est pas de promouvoir le shiatsu, c'est justement plus
le cœur de métier, on va dire, d'autres associations. Mais nous, notre vocation, c'est vraiment de défendre la profession et on s'y est attelé avec beaucoup d'ardeur depuis le début du syndicat, ce qui nous a permis d'avoir un titre professionnel, comme vous vous en rappelez, en 2020, qu'on a perdu. C'est de ça qu'on a discuté d'ailleurs avec France Compétences hier en partie, et on va discuter encore plus sérieusement avec le ministère du Travail sur ces questions-là. Vous voyez qu'on est vraiment au cœur du sujet dans un monde shiatsu où on pense un petit peu trop souvent plutôt aux formations, plutôt à parler shiatsu, plutôt qu'à défendre vraiment l'exercice de nos professions. Donc nous n'avons que des professionnels. Nous sommes à 700 adhérents encore cette année, hein, c'est un chiffre qui reste stable, et ce qui est très bien. Ça fait de nous donc évidemment l'organisation principale rassemblant des professionnels. On n'a pas d'élèves dans notre organisation, nous n'avons que des professionnels et nous travaillons d'arrache-pied aussi pour que ces professionnels aient le plus de possibilités d'installation possible. Hein, nous avons négocié des partenariats avec pour avoir une ERC Pro, par exemple, pour avoir un médiateur de la consommation également. Nous avons des partenaires qui sont, comme je l'ai dit déjà, des institutionnels, mais aussi des plateformes, par exemple, avec lesquelles on travaille, et on essaye toujours de faire respecter les règles au maximum, mais ça sera plus le domaine de Marc tout à l'heure. Voilà, bon, je pense que j'ai... je devais parler du shiatsu en France? Non, pas tout de suite, hein. C'est pas encore. On t'entend pas là, Mireille, par contre, tu as coupé le micro. La- L'autre question, la seconde question que je voudrais te poser, c'est justement sur la situation du shiatsu en France, en Europe et dans le monde. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en fait? D'accord, d'accord. Alors, vaste sujet, hein, mais intéressant, justement, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites souvent sur tous ces sujets-là. Bah, le shiatsu en France, vous connaissez, hein, donc il est malheureusement toujours un peu divisé entre un certain nombre d'organisations. Nous avons depuis quelques années déjà des relations avec quasiment toutes les organisations représentatives du shiatsu en France. On en a un petit peu plus depuis quelque temps avec la FFST, hein, il y a un rapprochement évident, même s'il y a des divergences assez profondes sur un certain nombre de questions qu'on aura l'occasion d'aborder. Nous nous situons très clairement sur l'accompagnement à la santé. Hein. Nous refusons le terme de thérapeutique. Donc ça peut être une grosse divergence avec au moins une des autres organisations présentes sur le shiatsu en France. On s'en expliquera, on s'expliquera pourquoi on n'est pas sur cette notion de thérapeutique et pourquoi même nous estimons que c'est extrêmement dangereux d'être sur ce créneau-là. Le shiatsu en France, il creuse avec difficulté sa place, il faut bien le dire. Hein. Si on regarde sur les 15 dernières années, il y a un recul net de la reconnaissance du shiatsu par le public. Et ça, c'est un vrai problème. C'est certainement lié au fait qu'il y a trop d'organisations différentes, hein, et qu'il n'y a pas suffisamment d'unité. Dans tous les sondages qui ont pu être qui sont sortis dernièrement, le shiatsu arrive très loin dans les classements. Hein, par exemple, on est beaucoup moins connu que le reiki ou que la kinésiologie. C'est un gros problème. C'est pas normal. Mais encore une fois, c'est lié au fait qu'il y a d'une part trop d'organisation et aussi trop de divergences dans le message qu'on peut porter sur le shiatsu. Ça, c'est sur le shiatsu en France. Le shiatsu en France, en tout cas, le SPS essaye de faire coller le shiatsu au mouvement qui est en train de se créer sur la santé intégrative. Hein. La santé intégrative, c'est un mouvement international qui est né aux États-Unis, qui vise à remplacer le concept de médecine intégrative et qui vise à effectivement faire intégrer nos disciplines dans le système de santé, dans les systèmes de santé. Donc c'est évidemment
quelque chose qui est fait depuis longtemps au Japon. On aura l'occasion d'en reparler, hein, parce que ça mérite d'en parler un peu plus sérieusement. Et c'est aussi fait, par exemple, aux États-Unis, mais ce qui se passe aux États-Unis est moins rigolo de notre point de vue. Donc là aussi, il faudra en parler parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont en train de circuler en ce moment là-dessus. Donc, on va bon an, mal an sur cette notion de santé intégrative. On travaille d'arrache-pied. Je ne vous cache pas qu'il y a danger en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la santé intégrative et je ne vous révélerai pas un scoop en vous disant que, en particulier, les médicaux s'intéressent beaucoup à la santé intégrative. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont compris qu'il y avait quand même un bel os à ronger là avec la santé intégrative. Donc, on a toute notre place dans cette histoire de santé intégrative, mais il faut se bagarrer. Pour se bagarrer, on a choisi, nous, SPS, de s'allier avec un certain nombre d'autres organisations en créant le syndicaire, hein, dont vous avez entendu parler certainement, la Confédération nationale des professionnels de l'accompagnement à la santé, de la prévention et du bien-être. C'est un peu long, donc on a résumé par syndicaire, où il y a 6 organisations qui sont membres, dont 2 shiatsu, hein, puisque l'autre syndicat shiatsu vient de nous rejoindre. Et on en est très content. Je ne vous cache pas qu'on a proposé, il y a déjà 2 ans, à l'ensemble des organisations shiatsu de rejoindre syndicaire, hein. Donc, quand on dit que le SPS, il veut travailler tout seul, vous avez compris que ce n'est pas tout à fait vrai. On a toujours été moteur, nous, du rassemblement, hein, il n'y a pas de doute. Alors maintenant, un petit panorama rapide sur l'Europe. L'Europe, eh bien, on a participé il y a peu de temps à un rassemblement européen qui était organisé par l'ESF, donc c'est European Shiatsu Federation, qui est une fédération qui grossit un peu, hein, mais dont le but reste assez flou, malheureusement, et dont le but aujourd'hui est plutôt d'essayer de créer un standard de formation. Ça, c'est plutôt intéressant. Le standard de formation qui est proposé est basé sur 1100 heures de formation, hein, 1100 heures de formation. Alors ça peut faire un peu peur, entre guillemets, hein. En tout cas ça peut interroger un peu. Alors rassurez-vous, sur les 1100 heures de formation, reste 500 heures de formation shiatsu, purement shiatsu, ce qui est d'ailleurs le standard mondial, hein, y compris au Japon, hein, parce qu'on dit toujours qu'il y a 3000 heures de formation au Japon, mais il n'y a que 500, un petit peu plus, pour être vrai, puisqu'il y en a choisi la vérité, un tout petit peu plus d'heures de formation shiatsu, typiquement shiatsu, au Japon. Donc, nous, on est toujours sur la base de 480, 500 heures, hein, donc on est vraiment dans le standard européen. Ce qu'on peut reprocher à l'ESF aujourd'hui, c'est de rester un peu corporate shiatsu, on va dire, hein, c'est-à-dire de ne voir que la promotion du shiatsu, comme je le disais tout à l'heure, et de ne pas, malgré nos demandes répétées, nous n'avons pas obtenu de l'ESF qu'il bascule sur la défense des métiers, hein. Il y a une petite tentative puisque aujourd'hui en Autriche, ils viennent d'obtenir un titre professionnel aussi. Donc, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a qu'un seul pays qui bénéficie d'un titre professionnel. La situation des pays européens est extrêmement diverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a des pays où l'exercice du shiatsu est libre, on va dire, sans contrainte. Et il y a des pays comme le nôtre où c'est plus compliqué, hein, comme vous l'avez remarqué. Mais il y a une tentative d'essayer de déposer des titres dans d'autres pays, ce qui serait une belle perspective intéressante, puisqu'il y a une règle au niveau de la Commission européenne qui dit que lorsqu'il y a 3 titres qui sont accordés, 3 métiers en fait, hein, qui sont accordés, alors l'ensemble des pays de la Commission européenne doit s'interroger sur l'ouverture à l'ensemble des pays, l'ouverture de ce métier à l'ensemble des pays, hein. Donc on croise les doigts et on espère être aussi dans le lot des pays qui bénéficieront d'un titre, hein, puisqu'on va y réfléchir à nouveau. Voilà, c'est sur la situation européenne. Donc, on a des relations.
Là, grâce à notre amie Anne-Marie qui est présente, là je l'ai vue, on va avoir des relations avec les Italiens qui sont très proches évidemment de nous géographiquement, mais aussi dans le cœur, hein, parce on a des visions communes. Et probablement les Belges aussi, avec lesquels je pense on peut travailler assez correctement pour essayer. L'idée, ça serait effectivement de créer un syndicat européen, ce qui serait une bonne chose pour pouvoir défendre les professions. Hein, parce que, encore une fois, une fédération, elle défend le shiatsu, elle défend la formation, etc. C'est une chose. Défendre le métier, c'est une autre chose et il faut savoir le faire. Et il n'y a qu'un syndicat qui sait faire ces choses-là. Il faut savoir le faire, encore une fois. C'est aussi être professionnel. Enfin, dans le monde. Alors là, la situation, elle est assez compliquée. Donc moi, je me suis particulièrement intéressé au Japon. Pourquoi? Parce que j'ai vu encore passer, il y a très peu de temps, des énormités sur ce qui se passait au Japon. Enfin, je veux dire, mais des fois, on rêve, hein, parce que oui, il y a une question sur pardon, je reviens légèrement sur l'Europe. Effectivement, en Suisse, bien sûr, la Suisse, le shiatsu est reconnu, mais je parlais là des pays de la Commission européenne, même s'il y a des liens de la Suisse avec la Commission européenne. Merci Norbert de repréciser. Effectivement, en Suisse, qui est un très beau modèle, le shiatsu est reconnu dans les 20 techniques qui sont reconnues par la Constitution suisse. Hein. Comme vous le savez, il y a eu un travail très important de fait en Suisse. Le shiatsu fait partie de ces 20 techniques. Et il y a également un diplôme de thérapeute en santé intégrative, je crois. Ça s'appelle quelque chose de cet ordre-là qui existe, qui est un beau modèle, qui est un modèle qu'on aimerait bien également voir arriver ici en France, parce que la procédure a été très intéressante. En Suisse, en fait, il y a eu un référendum sur la question. La population a gagné le fait d'introduire dans la constitution suisse les thérapies complémentaires. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Hein. Ils sont en train de changer le terme. 20, la vingtaine de thérapies complémentaires en tout cas. Notre petit pays qui est très proche de chez Marc, là-bas, Monaco, la principauté de Monaco, a fait exactement la même démarche. Hein. Le shiatsu, comme 8 autres techniques, est introduit dans la constitution monégasque. Pareil, le modèle a été très intéressant. Il y a eu un débat au Parlement, c'est plus facile hein, chez eux parce qu'ils sont moins nombreux et il y a moins de bazar, mais ils ont pu parler des thérapies complémentaires aussi et le shiatsu est aussi introduit comme étant constitutionnel dans la pratique. Donc, dans le monde, bah, le Japon d'abord. Au Japon, vous savez que depuis belle lurette, en fait, il y a une reconnaissance du shiatsu. Alors, il y a toujours des fantasmes qui circulent sur cette histoire. En fait, le shiatsu, il a été reconnu en Suisse dès 1947. C'est une date qu'il faut retenir parce qu'on cite toujours 1955 ou 1957. En fait, non, c'est de 1947 que la première loi parlant du shiatsu a été publiée. Ça s'appelle la loi Aaki, qui reconnaissait 3 thérapies manuelles, d'où, écoutez bien, parce qu'un fantasme est né de ce terme-là, 3 thérapies manuelles, qui étaient le hanma, le massage et le shiatsu. Et on entend encore aujourd'hui que le shiatsu serait un massage. Pourquoi? Parce que en fait, il fait partie des 3 thérapies qui étaient inclus dans cette loi Aaki de 1947. Voilà, la loi 217 de 1947 qui est toujours appliquée aujourd'hui et c'est celle qui réglemente la licence de praticien Hanma Massage Shiatsu, puisque ça s'appelle comme ça au Japon, Hanma Massage Shiatsu, et qui est délivrée toujours aujourd'hui. Donc les gens peuvent s'installer une fois qu'ils ont la licence, bien sûr. Et cette licence leur permet de travailler en établissement médical comme évidemment à domicile. Hein. Il y a eu un gros recul du shiatsu dans les années Covid,
un très très gros recul au Japon dans les années Covid, euh, qui a été assez saignant. Et souvent, le shiatsu a perdu sa place dans les établissements médicaux au profit de l'acupuncture, qui est de plus en plus, malheureusement, on pourrait dire pour nous, hein, de plus en plus pratiquée au Japon. Mais ce qui est très intéressant, tous les ans, il y a un examen donc, qui est validé par une commission qui est issue du ministère. Alors là aussi, écoutez bien parce que c'est intéressant, ministère de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être. Voilà comment ça s'appelle. Pas mal, hein? Parce qu'on a tout dedans. Ministère de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être. C'est ce ministère-là qui délivre la licence via un groupement. En 2024, donc l'avant-dernier, puisqu'il vient juste y avoir le dernier examen vient de se passer en février, l'année dernière, la commission qui supervise l'examen a publié quelque chose qui est très intéressant en disant il y a un gros problème de vieillissement au Japon, hein, vous connaissez tous, et donc pour résoudre les problèmes de santé liés au vieillissement, il va falloir faire appel à beaucoup plus de praticiens de cette loi acquis. Donc on est d'accord, Anma, massage et shiatsu. Ce qui fait que le nombre de praticiens Hanma, massage, shiatsu était en 2022 de plus de 120 000 praticiens, hein. Donc, vous voyez un peu le nombre de praticiens que ça représente, alors qu'il était descendu à 90 000 avant, au moment du Covid. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur le Japon? Je pourrais dire beaucoup de choses, parce que c'est vraiment un modèle très, très intéressant. Le shiatsu est intégré dans la médecine intégrative, puisque là-bas au Japon, ils parlent officiellement de médecine intégrative. Juste, peut-être, juste refaire un tout petit peu de théorie, dire que le shiatsu vient du Kampo, hein, c'est-à-dire de la médecine japonaise. On est d'accord. C'est très important, hein, parce qu'on entend souvent aussi, c'est pour ça, quand on parlait de vérité, le shiatsu est issu de la médecine chinoise, le kampo est issu de la médecine chinoise, mais le shiatsu prend ses racines dans le kampo, hein, il faut que ce soit bien clair. Et le kampo, c'est très vivace au Japon par la pharmacopée, la moxibustion, et les médecins donc, de médecine allopathique sont obligés de faire un cursus de Kampo au Japon. Donc c'est important aussi, hein. Il y a 200 encore 200 médicaments de la pharmacopée Kampo qui sont donnés officiellement au Japon. Donc c'est important de voir les racines parce qu'il y a tellement de bêtises qui sont dites que c'est important de redire tout ça. C'est vivant, le Japon, hein, ils se bagarrent, ils se sont battus. Les années, si vous voulez, à retenir pour le Japon, c'est effectivement en 1947, cette loi qui est toujours en vigueur, hein, qui permet de licencier les gens, licencier, de leur donner une licence, hein, on est d'accord. 1955, parce que c'est celle qui est citée par Nami Koshi. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que le shiatsu, il est vraiment mis à l'honneur dans les trois thérapies qui étaient citées précédemment. 1964, parce que l'association des praticiens shiatsu se bagarre pour dire nous ne sommes pas Hanma. OK, donc là aussi, petite vérité à rétablir. Nous ne sommes pas Hanma. L'Anma est l'ancêtre du shiatsu, si on veut. Enfin, en tout cas, c'est aussi les racines du shiatsu. Mais c'est deux disciplines qui sont différentes, qui se ressemblent et qui ne sont pas pareilles. Et enfin, dernière date, je crois que c'est 1984, où là, on a tout mis ensemble, hein, donc Anma, massage et shiatsu. Juste pour vous dire aussi que l'examen est commun aux gens du Hanma, aux gens du massage, aux gens de la moxibustion. Et si vous voyez les 60 questions, vous blêmiriez, parce que c'est du costaud, les questions, hein. Et ce n'est pas des questions sur les méridiens, on est d'accord. Euh, donc, aux USA, alors oui, eh ben oui, bonne question.
de ID, je ne sais pas qui est ID, mais c'est une bonne question qu'elle pose. Aux USA, on dit massage shiatsu. Eh ben oui, c'est bien le problème. On dit massage shiatsu. Eh oui, pourquoi? Parce que le shiatsu, il est complètement intégré à la massothérapie. Et nous, la massothérapie, on n'en veut pas. On n'en veut pas la massothérapie. Parce que la massothérapie, aux USA, en fait, ils font un cursus général où ils mettent plein de techniques. Hein, donc on fait un petit peu de shiatsu, on fait un petit peu de massage, on fait un petit peu de thaïlandais, on fait un peu de... Voilà, on fait sa sauce. On a un diplôme, on a une licence aussi, d'ailleurs, ça s'appelle une licence aussi aux USA, et on est massothérapeute. Bah, c'est pas notre modèle, nous, hein, et c'est pas le modèle japonais du tout, pas du tout. Pas du tout le modèle japonais. Hein. Au Japon, ils sont battus pour que le shiatsu soit le shiatsu. Et nous, on se bat pour que le shiatsu soit le shiatsu, reste le shiatsu. Donc, les États-Unis, c'est pas du tout le bon modèle pour le shiatsu, qui d'ailleurs vivote. Hein, quand vous voyez la fédération aux USA, il y a 1000 adhérents. C'est pas grand-chose hein, pour un très grand pays. C'est pas grand-chose. Le shiatsu, il est vivace dans d'autres pays, comme Israël, par exemple, hein, qui est un pays de thérapie non complémentaire actif. Dans plein de pays, en fait, là, on a pu voir avec l'Europe qu'il s'était présent un petit peu partout. Il n'est pas très vivant. Je voulais dire aussi qu'au Canada, c'est la même chose qu'aux USA. Hein, c'est massothérapie. Donc le shiatsu, il ne retrouve pas ses petits, hein, très franchement. C'est pas du tout un bon modèle. Donc quand j'ai vu passer l'autre jour, moi, un message sur les réseaux en disant ouais, mais bien sûr, le shiatsu, c'est un massage, c'est comme ça au Japon. Et aux USA, ils ont raison parce qu'en fait, on doit viser la relaxation et tout ça, mais c'est pas du shiatsu, ça. Hein, on n'est pas, voilà, non, shiatsu, c'est pas dit qu'on doit faire que de la relaxation. Hein, non, ça, pas du tout. Voilà, donc bon, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, j'ai dû largement déborder mon temps. Oui. Donc en fait, pour en revenir au SPS et au positionnement du SPS, justement, on se positionne, enfin le SPS se positionne comme une technique d'accompagnement à la santé. Comment tu peux, enfin, dans le cadre de la santé intégrative, comment tu peux nous expliquer comment on est arrivé à ce positionnement-là? Oui, bah d'abord, c'est tout bête. D'abord, on n'est pas médecin, on n'est pas des médicaux, donc on n'a pas de prétention à faire de la médecine. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, c'est accompagner les gens dans leur parcours de santé. Hein. Il faut être très très vigilant parce que effectivement on est très attendu par le corps médical sur ces questions-là. On est dans le domaine de la santé, c'est très clair. Maintenant, le problème c'est qu'en France, santé et médical sont confondus. C'est pas le cas dans la plupart des pays, mais en France c'est comme ça. Donc il faut faire très attention. Donc oui, on est plus dans l'accompagnement des gens. D'ailleurs, on retrouve exactement les mêmes définitions au Japon, hein, où ils ont bien isolé les pratiques médicales sont interdites aux praticiens shiatsu au Japon. Par contre, toutes les techniques d'accompagnement sont autorisées et sont même recommandées. Donc, on est dans ce processus-là. La santé intégrative, ça veut dire qu'effectivement, on peut intégrer un certain nombre de disciplines pour que les gens se sentent mieux en les accompagnant et surtout en faisant de la prévention, qui est l'angle mort du système de santé français. Vous le savez, hein, certainement, nous sommes les plus mal classés au niveau européen sur le domaine de la prévention. Nous sommes très, très mal classés. Le système de santé français est catastrophique de ce point de vue-là. Donc, on a toute notre place là-dessus et la prévention, ça passe par effectivement accompagner les gens dans leur parcours de santé, encore une fois, en essayant de faire qu'ils se sentent mieux et qu'ils se battent un peu contre tous les problèmes qui leur arrivent. Hein. Et Marc, il aura l'occasion de repasser ça, je pense aussi. Est-ce que le titre spécialiste Shiatsu a une reconnaissance dans d'autres pays que la France? Non, hélas. Non, non. Ce titre spécialiste de Shiatsu, aujourd'hui, il est reconnu en France. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on arrive à avoir 3 pays européens qui ont un titre, alors les choses pourraient changer, effectivement. On n'en est pas encore là. On y travaille. Voilà. Bon. Mais je me tais, hein, parce qu'il faut que. Je Bien. voulais te demander aussi, aujourd'hui, il y a un nouveau terme qui est utilisé, enfin,
il me semble qu'il est nouveau, c'est santé intégrative. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé aussi à utiliser ce terme-là? Alors là, pour le coup, là, ça vient des États-Unis. Ils font pas que des choses moches, hein, aux États-Unis. La santé intégrative, c'est effectivement le titre qui a été reconnu par le NICH, c'est-à-dire le département santé complémentaire de l'équivalent du ministère de la Santé américain, qui est un département très très actif, hein, où ils ont la chance d'avoir beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'études. Donc moi, je vous conseille d'aller voir ce qui se passe, notamment sur l'acupuncture. Il y a des grosses avancées sur le pourquoi, comment ça marche, l'acupuncture. Hein, voilà. Et donc la santé intégrative est née là-bas pour se différencier de la médecine intégrative, justement, hein, qui est le concept de l'OMS. L'OMS parle de médecine intégrative, puisque l'OMS reconnaît les médecines traditionnelles, hein, qu'elles soient la chinoise ou l'ayurvédique. Pour sortir un petit peu de cette expression de médecine et ne pas rentrer de plein fouet contre les médecins, on préfère parler de santé intégrative, c'est-à-dire quelque chose qui prendrait en compte l'intégralité de la santé, hein. Vous vous rappelez de la définition de la santé donnée par l'OMS, hein. C'est un état de bien-être complet, physique comme moral. Donc c'est ça, en fait, la santé intégrative, c'est ça, c'est-à-dire d'intégrer tout ce qui peut permettre à une personne de se sentir mieux, plus que la médecine. Médecine, ça veut dire que on soigne, on guérit. Nous, on est plutôt dans l'aspect accompagnement, prévention. On va revenir un petit peu en arrière. Et tout à l'heure, tu nous parlais de syndicaire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est rentré dans syndicaire et comment ça s'est passé et quels sont les avantages en fait pour le syndicat en fait pour le SPS? Oui, bah, c'est parti de la constatation, en fait, que à plusieurs, c'est plus simple, c'est plus facile. Hein. Quand on est seul, c'est compliqué. Avec un pays, avec une discipline comme le shiatsu, qui est déjà très divisée entre plein d'organisations différentes, on a bien du mal à émerger. En se rassemblant avec d'autres qui sont des disciplines qui sont sérieuses, hein. On a choisi d'avoir que des disciplines qui n'ont pas de soucis avec la milieu, entre autres. On a choisi de se rassembler. Donc, on a commencé des négociations avec la réflexologie d'abord. Ça a été assez facile parce que c'est des disciplines sœurs, on peut dire. La sophrologie, une partie de professionnels de la sophrologie, et le massage bien-être aussi qui nous a rejoints après. Et aussi, on a des socio-esthéticiennes, hein, qui nous ont rejoints sur la base de points communs, hein, à savoir que nous souhaitons avoir un encadrement de nos métiers, nous souhaitons avoir éventuellement une branche professionnelle dédiée ou au moins un secteur reconnu, que notre appartenance aux professions libérales non réglementées soit enfin définitivement reconnue par les tutelles et notamment par dans le classement des codes APE. Hein. J'en profite pour vous dire que faites attention, les codes APE vont changer en janvier 2026. Donc si vous n'êtes pas au 86-90, faites-le vite, demandez très très vite votre changement, sinon vous ne serez pas dans le nouveau code qui répertorie le shiatsu de manière explicite. Hein. Pour la première fois, le shiatsu est nommé dans le code APE le prochaine nomenclature. C'est très important. Je rappelle que le code APE, c'est le témoignage que vous exercez une activité. Très important aussi dans le combat qu'on va mener. Ce combat, on le mène avec syndicaire. Aujourd'hui, un syndicaire, il y a plus de 3000 adhérents. Donc, vous voyez la différence, hein, ça pèse et ça se sent parce que quand on arrive dans un ministère, c'est à peu près la même chose qu'ils demandent. Hein. C'était comme autrefois Staline avec le Vatican, il disait combien de divisions. Et ben là, c'est pareil. Quand vous arrivez dans un ministère, on vous demande
il y a combien d'adhérents chez vous? 3000, c'est le chiffre qui commence à intéresser. Je ne vous cache pas qu'on est en négociation avec les arts thérapeutes et les musicothérapeutes, parce que tous ces gens-là, ils ont des intérêts communs. On a été approché aussi par la fédération d'Ayurveda. On a été approché par deux fédérations de naturopathes, mais là, on est beaucoup plus prudent sur la naturopathie parce qu'ils n'ont pas encore fait le boulot qu'on a pu faire, nous, d'encadrement de nos adhérents. Voilà. Bon, j'étais un peu vite, hein, mais je suis obligé d'aller vite. Donc, ce qui fait qu'on a des rendez-vous et comme notre partenaire privilégié, c'est aussi la FNAE, grâce à la FNAE, nous avons des rendez-vous très intéressants. Donc là, il y en a deux prévus au ministère du Travail la semaine prochaine. On vient d'avoir celui avec France Compétences, tout ça c'est avec Syndicaire. On a de nombreux rendez-vous avec des élus, vraiment nombreux, et on est en train de préparer le deuxième colloque. On avait déjà été les promoteurs du premier colloque qui s'est tenu au Sénat en novembre. On est en train de préparer le deuxième qui devrait se tenir à peu près dans les mêmes dates, cette fois-ci à l'Assemblée nationale avec le soutien de plusieurs élus, on va dire. Donc ça progresse aussi, hein, et le débat, on a été reçu aussi à la troisième chambre qui s'appelle le CESE, hein, le Conseil économique, social et environnemental. Voilà, donc vous voyez que c'est intéressant et on avance, vraiment, on avance. Il y a une question là, quelqu'un qui demande quelle est la différence entre accompagnement et pratique médicale. Peut-être Bah, plutôt. justement, c'est pratique médicale, c'est quand vous faites, quand vous vous considérez comme médecin, c'est-à-dire vous faites tout ce qu'un médecin fait. C'est ça la pratique médicale. L'accompagnement, c'est juste vous êtes avec votre client et vous l'accompagnez dans sa demande, hein, qui est justement très personnelle, très personnalisée. Et vous ne lui délivrez ni médicaments ni technique intrusive. Donc voilà, c'est ça l'accompagnement. Mais Marc, tu préciseras mieux que moi, je pense. D'ailleurs, on va laisser la parole à Marc qui va nous parler du professionnel de shiatsu. Comment définir un professionnel de shiatsu? Déjà, il faut parler de professionnel, c'est-à-dire mais professionnel en France. Parce qu'on va parler d'un cadre légal, d'un cadre qui dit ce qu'est un professionnel. Et ça va être, bon, il y a des caractéristiques communes aux différents pays, si vous voulez, mais après, chaque pays va développer un contexte, un cadre, et ça, c'est défini par des lois, par des textes. Alors déjà, nous, on peut parler du professionnel, mais en France. Donc déjà, un professionnel, c'est une personne qui va être formée. Il va avoir reçu, par exemple, dans le cadre du shiatsu, un certain nombre d'heures. Donc Jacques parlait tout à l'heure d'une formation environ de 500 heures. Mais on considère qu'en France, une formation de shiatsu est correcte à partir de 500 heures de formation. Alors, est-ce qu'il faut plus, est-ce qu'il faut moins? Mais déjà, ça va dépendre aussi du contenu, c'est-à-dire de comment va se dérouler la formation, de ce que l'on va apprendre. Donc, les bases pratiques, les bases théoriques, est-ce qu'on va inclure de l'anatomie ou pas? Parce qu'il existe des formations en France, par exemple, qui n'incluent pas du tout d'anatomie, ce qui paraît un petit peu aberrant, puisque dans une pratique d'accompagnement à la santé, il est important de connaître comment fonctionne le corps et déjà qu'est-ce qu'il y a dans le corps. Donc, c'est l'une des bases essentielles. Donc, déjà, le nombre d'heures, le contenu. Après cette formation, ben, c'est bien qu'il faut qu'elle soit reconnue par une entité. Alors, qui c'est qui va reconnaître? Toujours pareil, Jacques évoquait tout à l'heure, ben, il y a le syndicat, il y a la FFST, l'UFPST, etc. Il y a pas mal d'entités. Mais ces entités, est-ce qu'elles ont déjà une autorité pour reconnaître une formation? Il faut savoir que beaucoup de structures en France sont simplement des associations loi 1901. Donc, une association, c'est tout simplement un regroupement de personnes qui luttent, sont motivées par un but identique. Ça ne justifie pas du tout une compétence pour délivrer, on va dire, un certificat, un titre ou quelque chose comme ça. Donc, par contre, il y a des autorités qui sont reconnues par l'État
et qui permettent du coup de déléguer une reconnaissance. Alors par exemple, le syndicat, il a reçu la délégation, si on peut dire, de France Compétences pour délivrer un titre, et ça pendant une durée déterminée. Bon, le titre n'a pas été renouvelé, mais est-ce que le syndicat, il a le même droit de valider un niveau de formation qu'une association? Ben, le syndicat a un objectif professionnel, ce que n'a pas une association. Donc, du coup, le syndicat, lui, il peut dire qu'il peut reconnaître un niveau de formation. Alors, pour cela, en fait, le syndicat travaille sur une labellisation, justement, pour dire, voilà, telle personne est reconnue comme un professionnel. Donc déjà, un professionnel, c'est une personne qui a reçu une formation suffisante et reconnue. Reconnue par quoi? Si c'est par l'État, l'État est le seul organisme qui a le droit de délivrer un diplôme. Il n'y a personne d'autre qui n'a le droit de délivrer un diplôme. Il peut ensuite déléguer à des organismes le droit de donner une certification. Sinon, après, les autres organismes de formation non reconnus par l'État, ils peuvent délivrer juste une attestation de formation, c'est-à-dire que ben voilà, l'apprenant a été présent durant tant d'heures de formation. C'est une attestation, mais ce n'est pas, si vous voulez, comme je vous dis, quelque chose qui est reconnu par l'État. Il faut essayer d'obtenir une reconnaissance par un autre moyen. Donc, du coup, le syndicat propose le moyen du label. Donc ça, c'est le premier aspect, le niveau de formation. Après, une personne qui va travailler, c'est une personne qui va devoir répondre à certaines obligations, des obligations, on va dire, d'assurance. Parce que travailler, ça veut dire que nous allons délivrer des services. Ces services, nous allons le faire vis-à-vis de la personne. Donc, c'est du service à la personne que nous pouvons faire courir des risques à cette personne, des risques involontaires, où la personne peut nous causer des problèmes, etc. Et donc, nous avons besoin d'une couverture. Donc, il faut que nous ayons une assurance, donc une responsabilité civile professionnelle. Ensuite, vu que nous allons gagner de l'argent, nous devons être reconnus en tant que professionnels, en tant que travailleurs, et on doit être reconnu par l'URSSAF. On va devoir aussi cotiser pour une retraite. Et ça, on doit être inscrit. Donc, c'est des bases, si vous voulez. Nous devons donc nous faire connaître de l'État. Au niveau de la législation aussi, quand il y a des problèmes de litige, on doit maintenant déclarer, c'est une obligation légale, un médiateur à la consommation. Alors, un médiateur à la consommation, c'est lui qui permettra justement de nous mettre d'accord entre le professionnel, mais aussi et le client. Et donc, il va, c'est le terme, être médiateur. Et si on on se met pas d'accord sur le litige, dans ce cas-là, on devra faire appel à un tribunal compétent. Donc ça, c'est pour les, si vous voulez, les obligations qui permettent de reconnaître un professionnel. Mais ça veut dire aussi que vous devez gagner de l'argent. C'est ce qui permet de différencier un professionnel d'un bénévole. Alors, on se rend compte qu'il y a des personnes qui font des formations en shiatsu et qui décident de travailler comme ça, mais enfin de travailler, si on peut dire ça, de dispenser leurs séances de shiatsu. Mais s'ils ne gagnent pas d'argent, ce ne sont pas des professionnels. C'est du bénévolat. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas à être dans une formation professionnelle. Mais est-ce qu'une personne qui a fait une formation non professionnelle peut se mettre à travailler au niveau professionnel? Ah, mais ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, qui va différencier une personne qui a fait une formation, par exemple, on en trouve partout dans les réseaux sociaux, ce genre de choses. Une personne va faire une formation de, allez, disons, une semaine et qui décide de s'installer et qui décide de gagner de l'argent par rapport à ça. Comment on va différencier? Déjà, il faut qu'elle s'inscrive à la retraite, etc., qu'elle paie son URSSAF, mais qui dit qu'elle a un niveau correct de formation. En une semaine, je vous rassure, vous n'avez pas le temps d'apprendre l'anatomie. Donc déjà, il va y avoir une mise en danger de la personne, etc. Donc ça, il faut bien différencier les formations de base que l'on peut recevoir, qui sont des formations pour vos connaissances personnelles, et une formation vraie, complète, qui vous permettra de vous installer et de gagner votre argent et de dispenser des soins d'accompagnement à la santé. Donc ça, on en reparlera de ça, mais
c'est un problème que l'on rencontre en France parce que justement, il n'y a pas vraiment encore de législation par rapport à ça. Et le syndicat, justement, lutte contre ça. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont connectées actuellement sont des professionnels, c'est-à-dire que vous avez un niveau de formation. Et je pense que vous ne seriez pas très content qu'une personne qui a suivi une formation juste d'une semaine s'installe à côté de chez vous et dispense des séances qui ne seront ni plus ni moins qu'une sorte de massage sans formation vraie. En dehors de ça, une personne qui va encaisser des honoraires va devoir aussi tenir une comptabilité, puisqu'en fin d'année, vous avez un bilan, vous avez une déclaration d'impôt qui est à faire. Vous devez aussi répondre à des obligations telles que présenter des factures. Voilà en gros qu'est-ce qui représente un professionnel, et notamment un professionnel dans le domaine du shiatsu. Est-ce qu'il y a d'autres obligations? Alors, des obligations, oui, il y en a. Donc, vous avez peut-être remarqué que si vous consultez des sites de praticiens de shiatsu, alors on va parler d'un terme générique parce que bon, vous avez les spécialistes en shiatsu, bon, il n'y en aura pas d'autres maintenant en France malheureusement. Nous sommes donc en nombre limité et le titre il est obtenu à vie. Donc on va parler d'un terme de praticien de shiatsu. Donc vous allez avoir des praticiens qui ont été formés par d'autres organismes et finalement qui ont décidé d'adhérer au syndicat. Et il est commun de rencontrer que le praticien va adhérer à un code de déontologie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un code de déontologie? C'est un code qui va permettre d'avoir un fonctionnement dit uniforme. Dans ce code de déontologie, on va rencontrer les codes de bonne pratique. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique? C'est déjà de respecter une certaine confidentialité. Alors, on ne va pas parler de secret médical, bien sûr, parce que nous ne relevons pas d'un secret médical, mais il y a un secret professionnel, c'est-à-dire que les informations que nous ont transmises le client, nous ne devons pas les divulguer. C'est-à-dire que si vous avez un parent qui nous confie son enfant, nous devons transmettre les informations que l'enfant donc, nous a données aux parents, parce qu'il y a donc une délégation, si vous voulez. Mais par contre, je ne dois pas discuter si j'ai des séances faites d'un mari à une femme, je ne dois pas dire ce que m'a dit le mari à la femme. Ça, c'est un secret professionnel, je ne dois jamais transmettre ça. C'est ce genre de choses que l'on rencontre dans le code de déontologie. Ce sont des relations de bonne conduite, c'est-à-dire qu'entre professionnels d'un même bord, mais écoutez, je dois vivre en harmonie, c'est-à-dire je ne vais pas essayer de voler la clientèle de la personne qui s'est installée à côté. Voilà, c'est ce genre de choses que l'on va. Donc, c'est une harmonie de fonctionnement que l'on rencontre. Ça permet aussi d'établir des cas, si vous voulez, où justement il va y avoir des problèmes. Et donc, ça peut fixer un cadre dans lequel la personne qui a rédigé le code de déontologie va devoir trancher dans un litige. Donc, ça permet de fixer des mesures. Donc ça, par exemple, c'est une obligation. Essayez d'adhérer à un code de déontologie. Alors, des codes de déontologie peuvent diverger entre, par exemple, celui du syndicat ou de celui d'une association. Alors, il faut juste savoir que le cadre d'un syndicat prime sur le code d'une association. Autre obligation, c'est vous avez fait une formation. La formation, c'est bien beau, vous l'avez faite en 1995. Il s'est passé du temps, nous sommes en 2025. Et il serait peut-être bon, justement, de recycler vos connaissances parce que les techniques évoluent, parce qu'il y a eu des découvertes dans le milieu de l'anatomie, parce qu'il y a la législation qui a évolué, etc. Et donc, c'est quand même nécessaire de faire un recyclage de vos connaissances, tant dans le domaine du shiatsu que dans le domaine professionnel. Alors, l'avantage d'adhérer à un syndicat, c'est que les connaissances sont mises à jour annuellement. Vous avez, par exemple, le syndicat, grâce à Mireille, notamment ici présente, nous avons une newsletter. Donc, la newsletter permet de mettre en avant des avancées, par exemple, quand il y a eu par rapport à la TVA, etc. Nous avons une évolution, ça permet de syndiquer justement, de faire en sorte que tous les adhérents
avancent d'un même pas, d'un même son de cloche pour essayer de lutter, parce que des décisions impactent toute la profession et chacun de notre côté, nous n'avons aucun poids. Donc voilà, faire du recyclage, par exemple, ça peut être très très bien. Alors il y a aussi le congrès. Bon, je ne cherche pas à faire de la publicité. On en parlera quand on verra, par exemple, s'il y a une question sur la formation. Ben, voilà, on peut parler de ça, comment ça se passe pour mettre ses connaissances à jour. Comment, comment on peut distinguer en fait ben, les professionnels de shiatsu? Comment un, un client lambda peut distinguer entre quelqu'un qui a une réelle formation, une vraie formation de shiatsu et une formation d'une semaine en fait? Alors, c'est là qui est tout le problème, justement. Alors, déjà, un client, il va faire une recherche. Alors, la recherche, souvent, elle passe par Internet. C'est-à-dire que vous avez des annuaires, par exemple, annuaire, vous avez Resalib, vous avez annuaire des thérapeutes, vous avez plein d'annuaires. Adhérer à un annuaire, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire que moi, je cherche à travailler, je cherche à gagner ma vie par la profession de praticien de shiatsu. Donc, je vais adhérer volontairement à une plateforme. La plateforme, son rôle, elle, c'est de gagner de l'argent. Donc, en fait, elle va prendre toutes les personnes qui veulent bien adhérer. C'est à sa charge de faire un tri, éventuellement, de mettre des critères en avant. Alors déjà, ben, nous ne sommes pas des thérapeutes, donc nous n'avons aucun droit de revendiquer le fait d'être des thérapeutes. Donc adhérer à un annuaire affichant annuaire des thérapeutes, déjà, c'est un non-sens. Euh, donc déjà, ça, c'est une première chose. Mais c'est vrai que le client, lui, il va chercher, il a une demande, et ce qu'il veut, c'est trouver une réponse à sa demande. Il faut savoir que nos professions, nous avons beaucoup de personnes qui viennent vers nous parce qu'ils ne trouvent pas de réponse dans le domaine médical. Parce que, il peut y avoir des problèmes d'écoute, de la part du domaine médical, il peut y avoir des problèmes financiers, c'est-à-dire que quand vous allez voir des spécialistes dans le domaine médical et qu'on vous demande un dépassement d'honoraires qui est à 4 chiffres, les personnes ne peuvent pas forcément, n'ont pas les sommes, et donc c'est vrai que ça peut rebuter. Après, le client est peut-être en demande d'une prise en charge plutôt naturelle. C'est pour ça qu'on se tourne vers nous aussi. Donc c'est vrai que les annuaires se mettent en avant par rapport à ce type de clientèle. Donc faire la différence, c'est assez difficile. Un annuaire ne met pas forcément en avant le niveau de formation. Donc c'est au client de se renseigner, de savoir quel est le niveau de formation. Alors c'est vrai qu'il y a les logos, par exemple. Un spécialiste en shiatsu, quand il est adhérent auprès du syndicat, il peut mettre son logo en avant. Ça montre qu'il a un niveau de formation. Un praticien de shiatsu adhérent peut avoir son logo aussi. Mais vous remarquerez que des fois sur Resalib, il y a marqué autodidacte. Alors, je suis désolé, mais la définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'est formée elle-même. Et là, par contre, je ne vais pas dire qu'elle ne sera pas une bonne praticienne, mais il y a quand même danger pour le client. Voilà, c'est ce genre de choses. Ensuite, le client peut très bien contacter avant même d'être pris en charge, savoir il sort de quelle école, par exemple, de quelle formation. On rencontre des personnes sur les réseaux sociaux qui se mettent beaucoup en avant. Alors, ils présentent bien, hein, si vous voulez, mais il faut savoir qu'ils n'ont jamais fini leur formation. Et par contre, on les rencontre beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils vous présentent, voilà, pour les allergies, ils vont vous dire faites ceci, faites cela, mais ils n'ont jamais fini leur formation. Donc, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes leur propre organisme de validation. Ils ont décidé qu'ils étaient bons. Donc là, il y a un petit problème. Donc, c'est bien de savoir s'ils ont fini les formations. Et il y a aussi les usurpateurs. Donc, j'ai déjà rencontré le cas, vu que j'étais formateur. Je le suis toujours, mais que dans un domaine réduit maintenant. Des personnes qui disaient qu'elles finissaient, elles relevaient de l'école que j'avais.
Et malheureusement, il a fallu que, ça m'est venu à mes oreilles, il a fallu que je demande à la personne de retirer ces mentions parce que non, je ne l'avais pas validé. Donc oui, il y a les usurpateurs. Donc le client doit se renseigner là-dessus et éventuellement, il peut contacter l'école dont est issu le praticien, on va dire. Et voilà, c'est un peu la jungle, si vous voulez, dans le domaine de la reconnaissance. Il n'y a pas de législation au Japon. Par exemple, justement, comme l'expliquait Jacques, la personne qui revendique la pratique du shiatsu doit relever de ce diplôme. Et si la personne ne veut pas, n'a pas fini sa formation ou n'a pas obtenu, si vous voulez, eh bien, elle va biaiser et elle va dire qu'elle va faire du setai. Et dans le setai, en fait, c'est un terme très très général où en fait on peut tout mettre. On peut mettre du hanma, on peut mettre du kampo, on peut mettre du shiatsu, mais sans dire que c'est du shiatsu. Donc on peut se cacher derrière ça. En France, eh ben, écoutez, l'un des rôles du syndicat, c'est d'essayer de faire un petit peu le ménage par rapport à tout ça. Alors, ben, par exemple, dans une des questions là, qui était posée, dans l'annuaire du syndicat, il y a marqué qu'il y a des personnes qui pratiquent le Reiki. Ben justement, nous demandons à ces personnes de dissocier leur activité. Parce que déjà, nous ne voulons pas que ce que font ces personnes ait un retentissement sur les adhérents. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ben voilà, je fais du shiatsu, et mais en fait, ce n'est pas du shiatsu qu'ils font. Il y a des personnes qui ont été formées au shiatsu à distance et qui disent que c'est du shiatsu. Ben, je suis désolé, c'est pas du shiatsu parce que shiatsu, la définition, ça veut dire pression des doigts. Alors par téléphone, je suis désolé, mais on ne téléporte pas ses pouces pour faire des pressions sur la personne. Donc j'appelle ça une arnaque. Voilà. Et donc le rôle du syndicat, c'est aussi de faire le ménage là-dedans. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que, est-ce que tu peux nous parler du label que le syndicat est en train de mettre en place et a mis en place pour justement réglementer? Alors, un label, donc il existe plusieurs sortes de labels. Il peut y avoir des labels d'État, mais aussi des labels, entre guillemets, par délégation. C'est-à-dire que le syndicat est une délégation. Donc, le syndicat peut mettre en place un label. Un label, ça veut dire qu'on répond à certains critères, notamment certains critères professionnels. Donc, ces critères vont dire que le professionnel va donc correspondre aux critères donc, professionnels. C'est-à-dire que il a un niveau de formation, que le contenu de sa formation correspond à ces critères, que ensuite il a bien une assurance, que donc il paie bien son URSSAF, etc. Il y a un numéro qui est à fournir. Voilà ce que représente donc un label. Donc, il va y avoir en fait deux types de labels. Le premier label va correspondre à l'apprenant, c'est-à-dire que l'apprenant va venir se former dans une école qui est labellisée. Donc, au sortir de la formation, l'apprenant va donc avoir un label. Ça, c'est la première chose. Il y a le label de l'école. Ensuite, pour ceux qui sont déjà formés, ce que l'on appelle les praticiens de shiatsu. Alors, franchement, les spécialistes en shiatsu n'ont pas besoin d'être labellisés. Ils ont un titre professionnel qui est reconnu déjà par l'État. Donc, il n'y a pas besoin pour eux de chercher à obtenir ce label. Par contre, les personnes qui sont praticiennes de shiatsu, elles peuvent demander une labellisation. Mais dans ce cas-là, ça va être on va dire, c'est tout un, alors, je vais utiliser le terme de protocole, de formalité qui est à faire. En gros, c'est un dossier qui risque d'être à remplir pour justement obtenir son des formalités. Et on obtiendra ce label une fois que tous les critères seront remplis. Donc, à quoi servira le label? Ah, le label, c'est quand même très important parce que le label, ça permet donc déjà de sécuriser un client.
C'est-à-dire que dès que le client il cherche un praticien, ben, il a le choix, par exemple, entre des personnes reconnues par l'État, donc spécialistes en shiatsu, et des personnes qui sont reconnues comme professionnels prêts. Donc déjà, c'est une assurance pour le client. Il sait qu'il sera reçu correctement, que les critères seront respectés. Et c'est très, très important, ce label. Personnellement, entre un professionnel, alors je vais utiliser d'autres, un parallèle, si j'ai un garage qui est lambda et un garage pour ma voiture qui est labellisé, ben, je vais choisir le garage labellisé parce que je sais que ma voiture, au moins, je suis sûr qu'elle sera réparée et que ça sera suivant fait, suivant des normes. Si j'achète un autre parallèle qui est peut-être malvenu, si j'ai un poulet, je ne sais pas d'où il va venir, et un poulet qui va être labellisé, mais au moins le poulet labellisé, je serai il aura été nourri, qu'il aura été traité suivant certains critères, et je sais que ce sera bon pour ma santé. Donc, un label, mais pour moi, c'est une garantie. Donc, non, là, le label, si vous n'avez pas le label, si vous n'êtes pas spécialiste en shiatsu, mais lancez-vous dans la procédure, hein, franchement. Et puis en même temps, déjà professionnellement, ça vous donne une vitrine. Donc, ça veut dire, ça va vous apporter des clients, ça va vous permettre de développer votre clientèle. Donc, ça peut paraître peut-être fastidieux, mais c'est un énorme plus, quoi. Lancez-vous là-dedans. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de la formation continue? Parce que c'est un vaste sujet et un sujet qui peut être un petit peu sensible en fait. Ah, ça, la formation continue. C'est un vaste sujet en effet. Parce que ça veut dire quoi la formation continue? Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous sortez d'une école, donc vous avez un niveau de formation. Ok, mais bon, la formation, ben, c'est très bien de se recycler. C'est-à-dire, je vous ai dit, on peut apprendre des choses. Quand on sort d'une école, on apprend, on va dire par exemple, allez, un style de shiatsu. Donc, mais bon, chaque style de shiatsu peut avoir plus ou moins une visée, etc. Donc, vous connaissez tous, vous avez entendu parler de styles tels que le Masunaga, le Namikoshi, etc. Bon, il y a différents styles de shiatsu. On va dire avec le shiatsu, on peut tout faire. Bon, c'est de la théorie. Donc, tout ça. Ben, on a tous envie de développer nos connaissances. Donc, au début, on va essayer de se former vers des choses qui nous attirent, qui nous parlent. Bon, c'est bien, c'est très bien. C'est de la formation, on développe nos compétences. Oui, on développe nos compétences, d'accord. Mais comment va-t-on choisir nos formations pour développer nos compétences? Ben, déjà, les publicités. Alors, les publicités, il y en a partout. Donc, moi, je suis inondé de mails parce que j'ai le bonheur d'avoir un site où il y a mon adresse mail dessus. Donc, bien sûr, on vous vole vos adresses mail et après, vous recevez des mailings. On vole les adresses de l'annuaire du syndicat, de Resalib, de l'FFST, etc. Et cetera. Et du coup, on est inondé de messages. Et donc, ben, je vais choisir les formations par thème, par exemple, parce que ben voilà, ça me branche de faire, ben, je ne sais pas, du Reiki, par exemple. Ah, d'accord, du Reiki. Mais est-ce que c'est du Shiatsu? Déjà, je pense que c'est important de développer nos compétences dans notre propre domaine, dans notre champ de compétences. C'est-à-dire que nous avons une profession et la loi définit notre champ de compétences. Notre champ de compétences, c'est quoi? Alors, j'aime bien les images. Donc déjà, pour une petite histoire, j'aime bien les garagistes aussi, j'ai rien contre eux. Mais imaginez un garagiste. Vous allez amener votre voiture chez le garagiste. C'est pour qu'il répare votre voiture. Malheureusement, ce jour-là, vous avez mal aux dents. Et le garagiste, eh ben, il a fait une petite soirée, il y avait un dentiste, et le dentiste lui a expliqué comment arracher une dent avec une pince. Et est-ce que vous pensez que vous allez dire au garagiste, vous savez arracher les dents, vous pouvez m'arracher ma dent, mais je vous paye, hein. Ben voilà.
En fait, dans le domaine de la formation, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la jungle. C'est-à-dire que dans le domaine de la formation continue, vous allez rencontrer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous voulez acquérir des connaissances qui peuvent être dans votre champ de compétences. Mais c'est déjà, est-ce que la formation que vous allez recevoir, elle rentre dans votre champ de compétences? Le Reiki ne rentre pas dans la pratique du shiatsu. C'est une pratique qui se fait de manipulation d'énergie à distance, sans contact, etc. Ce n'est pas dans votre champ de compétences. Ce n'est pas dans la profession de shiatsu. Ensuite, il y a des formations continues qui vous promettent d'acquérir des connaissances médicales. Je suis désolé, nous n'appartenons pas au domaine médical. Donc, par exemple, vous formez pour traiter des pathologies, non, ça c'est du domaine médical. Par contre, faire en sorte que votre corps fonctionne le mieux possible, que nous ayons notre action de prévention, ça c'est de l'accompagnement à la santé. Ça, nous pouvons faire des formations dans ce domaine-là. Donc, vous avez des formations qui vous vendent, par exemple, comment accompagner le cancer, par exemple. Euh, donc, accompagner le cancer, ça veut dire que vous savez comment fonctionne la pathologie du cancer, quels sont tous les traitements, quels sont les effets indésirables du cancer, ensuite, quel est l'impact du cancer sur l'organisme, etc., etc. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez une formation médicale. Ben non, un professionnel de shiatsu n'a pas une formation médicale. Il connaît l'anatomie, et encore pas du tout au niveau du domaine médical. Il sait faire circuler le sang, il sait détendre les muscles suivant certains protocoles, il sait combiner l'impact, etc., des pressions de certains endroits. Voilà ce que sait faire un praticien de shiatsu. Il sait donc accompagner la santé, il sait faire en sorte que les matières avancent dans les intestins. Voilà ce que sait faire un praticien de shiatsu. Mais est-ce que du coup, il a les connaissances pour accompagner? Non. Alors, quels sont les risques par rapport à ça si vous vous formez, si vous faites de la formation continue dans ce domaine-là? Alors déjà, premièrement, c'est pas parce que vous allez acquérir des connaissances médicales que vous êtes en droit de les pratiquer. Ça s'appelle de l'exercice illégal de la médecine. C'est pénal, donc vous avez une énorme amende. Et si c'était que de l'amende, parce que l'amende est juste à 6 chiffres, et vous avez aussi de la prison, 2 ans de prison ferme. Donc, ça pose un petit peu problème. Ensuite, vous mettez en danger la personne. Donc, humainement, je ne me vois pas, moi, essayer de prendre en charge une personne, la priver de chance de soins. C'est-à-dire, je vais me mettre en avant pour dire, je vais vous prendre en charge et je vais faire en sorte que vous alliez mieux. Presque comme si je lui disais, c'est pas la peine d'aller voir une autre personne. C'est pas parce que l'on trouve sur des sites une mention disant que ça ne dispense pas d'un avis médical que ça vous met hors la loi, en fait. Vous êtes hors la loi de pratiquer des actes médicaux, puisque c'est ça, en fait, que l'on fait. Donc, dans la formation continue, déjà, en fait, renseignez-vous sur est-ce que c'est dans votre champ de compétences et faites bien la différence entre une formation pour vos connaissances personnelles d'une formation qui va vous servir au niveau professionnel. Ensuite, ce n'est pas parce que le formateur dispense une formation qu'il a le droit de le faire. En effet, on rencontre malheureusement des personnes qui ne sont pas du domaine médical, qui dispensent des connaissances médicales. Ils vont vous former toujours pour l'endométriose, etc., pour essayer de prendre en charge cette problématique. Ils ne sont pas du domaine médical, ils n'ont pas les compétences médicales pour vous former. Et ce n'est pas parce que la personne a un numéro formateur, un numéro de déclaration d'activité, qu'il est en droit de le faire. Il y a des arnaques aussi dans ce domaine-là. Parce que justement, la personne est peut-être domaine de formation dans le domaine du shiatsu, mais elle n'est pas du tout légitime pour donner des connaissances médicales. Donc ça, il faut faire aussi le tri. Donc que risque le formateur dans ce domaine-là? Eh bien, beaucoup de choses, parce que ça s'appelle une escroquerie.
Donc, c'est-à-dire qu'il arnaque le stagiaire en lui vendant une formation, en lui faisant croire que la personne pourra s'en servir au niveau professionnel. C'est une arnaque. C'est du pénal aussi. Donc, au niveau de la formation continue, il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Si j'avais un conseil à vous donner, déjà, c'est formez-vous dans un domaine, dans le domaine du shiatsu. Vous pouvez éventuellement avoir d'autres, alors je vais utiliser le terme, d'autres techniques complémentaires, mais là aussi, il faut faire du ménage. Parce que ces techniques, bon, ça peut être, vous pouvez faire une formation concernant des étirements, par exemple. C'est pas un problème, ça, faire des étirements, puisque dans certaines techniques de shiatsu, vous avez. Dans d'autres techniques, par exemple, on vous propose de poser des aiguilles, mais c'est totalement illégal. Le texte de loi français dit n'ont le droit de traverser la barrière de la peau que les médecins et par dérogation les infirmières. Dans des techniques où on vous fait mettre des aiguilles type Pionex, par exemple, alors il y a différents numéros Pionex, le numéro correspond au degré de millimètre de pénétration de la peau, c'est totalement illégal. Et la personne peut porter plainte parce que vous avez porté atteinte à son intégrité corporelle, puisque vous l'avez planté une aiguille. C'est illégal. Donc, dans le domaine de la formation continue, eh ben, oui, il y a à boire et à manger. Donc, soyez très, très prudent quand vous souhaitez faire une formation. Et si vous êtes formateur, ben, regardez le cadre, faites le bilan de votre champ de compétences, voir si vous avez, si vous êtes légitime dans cet enseignement ou pas. On a fait le tour, hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que Jacques a d'autres choses à dire? Non, je crois qu'on peut laisser un peu les questions et puis un Oui. petit peu de, voilà, parce que je crois qu'on a beaucoup parlé. Mais moi, je pourrais tenir jusqu'à très tard, hein, mais donc voilà, les questions. Et là, On peut-être parle vous des pouvez. ventouses. Est-ce que c'est une atteinte à l'intégrité, les ventouses? Alors, les ventouses sont une atteinte à l'intégrité. Tout à fait. Parce qu'en fait, le principe, c'est que nous provoquons une vasodilatation et en même temps, nous faisons un préjudice esthétique à la personne. Donc, c'est une atteinte à l'intégrité. Et il faut savoir que, donc, par exemple, dans les kinés, donc, c'est une pratique que nous avons interdiction de pratiquer. Ça fait partie, il y a une liste rouge de pratiques, donc elle nous est totalement interdite. Puisque bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis aussi kiné et je différencie bien mes deux activités. C'est une pratique qui est non reconnue et je vous dis qui est classée rouge. Si, peut-être moi, je voulais quand même juste remettre un peu l'accent sur ce que vient de dire Marc sur les formations, parce que vraiment, on assiste à une avalanche là aujourd'hui de formations qui mettent l'ensemble de nos professions en danger. Parce que, comme vous le savez, on est quand même très, très observé. On est observé par la Miviludes, bien sûr. Bon, ça, c'est évident. Pas toujours de manière très, très intelligente, mais c'est comme ça. Et puis, on est observé, malgré tout, par nos collègues médecins, et y compris ceux qui sont très proches de nous, hein. Nous, on travaille depuis longtemps avec le GEDCOP. Le GEDCOP fait partie du CUMIC. Il faut savoir que ces deux organisations-là, elles sont très, très actives. Elles ont porte ouverte au ministère de la Santé et donc elles font du lobbying aussi pour essayer d'introduire la santé intégrative. À une condition, la condition, elle est très claire, c'est qu'ils sont très vigilants sur la perte de chance. Hein, ça a été évoqué par Marc là tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Quand il y a des formations comme ça où effectivement on vous vend effectivement la guérison de l'endométriose et j'en passe et des pires, ça met l'ensemble de nos métiers en danger parce qu'on a une chance, on a une vraie chance aujourd'hui. Là, il y a une fenêtre d'ouverte pour un encadrement à condition que nous soyons sérieux. Et des gens qui vendent des formations comme ça et qui se font d'ailleurs
il faut le dire aussi, pas mal d'argent avec ça, hein, de manière facile, ce qui est quand même assez scandaleux aussi. Ça met en péril nos professions, l'ensemble des professions. On ne peut pas accepter ça. Nous, on est aussi un organisme encadreur, en fait, en étant un syndicat de professionnels. Donc, ce sont des choses qui nous hérissent. C'est pour ça qu'on voulait pousser ce coup de gueule ce soir. Et vraiment, on met en garde tout le monde contre ces choses-là faciles. On voit des certificats après qui sont exhibés comme ça sur les réseaux. Ça y est, j'ai eu mon certificat, je vais pouvoir accompagner les gens en oncologie. Mais ils savent ce que c'est un service d'oncologie. Enfin, c'est un peu délirant, quoi. C'est très grave, même. Il faut aller jusque-là. Voilà, la moxibution, demande Corinne Blanchard-Lemal. Est-ce que c'est autorisé? Tu as répondu, Marc, d'accord. Donc, ça ne fait pas de cloque. J'ai vu ça déjà, oui. Faire très attention quand même, hein. J'ai vu ça déjà, oui. Des gens qui utilisent des moxa et oh, zut, il y a une brûlure. Alors juste, il y a Séverine qui pose une question par rapport au DU où il y avait oncologie. Alors l'oncologie, en fait, dans le DU, ça ne donne pas le droit, en fait, de mettre en application certaines choses. Et puis le DU était encadré par des universitaires. Enfin, C'était un cadre universitaire, donc c'est totalement différent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un stage, il y a une formation, la formation, elle doit être encadrée par quelqu'un qui a les diplômes adéquats pour le faire, cette formation. Donc si c'est une formation, par exemple, accompagnement en oncologie, vous devez avoir quelqu'un qui travaille dans un service oncologie et qui doit être là en permanence pendant le stage, hein. C'est valable pour tous les stages qu'on voit fleurir actuellement, hein. Donc, faut avoir les compétences, hein. Les gens qui s'improvisent spécialistes en curé taquet ou je ne sais quoi, mais qui n'ont pas les diplômes adéquats, c'est exactement la même chose. Il faut prouver parce que sinon on n'arrive pas à défendre les choses. On n'est pas crédible si on ne se bagarre pas sur ces choses-là. Il faut arriver à avoir un peu de discipline. C'est comme ça que les Japonais, ils ont avancé, hein, avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de discipline vers une reconnaissance. C'est comme ça qu'en Suisse, ils ont beaucoup avancé sur cette question grâce à la fameuse discipline suisse, hein, que vous connaissez tous, bien évidemment. Nous, on est un peu plus bordélique en France et on est surtout, bon, pas très. On est d'une grande naïveté, quoi. On n'arrête pas de dénoncer les réseaux sociaux, mais moi, j'ai entendu quelque chose quand même qui m'a scié complètement. Euh, la personne qui, paraît-il, a fait le plus pour le shiatsu en France, c'est la personne qui a le plus de followers sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà où on en est. Donc après, c'est effectivement assez compliqué de défendre la profession et même au-delà de ça, la discipline. On est avec des rigolos, quoi. C'est-à-dire, s'il suffit d'avoir beaucoup de followers sur les réseaux pour être celui qui va défendre le mieux le shiatsu en France, waouh, on va où, quoi, hein. Donc, on va avoir des influenceurs du shiatsu. C'est assez grave quand même. Moi, je pensais qu'il y avait quand même un peu plus de responsabilité chez nos collègues praticiens. J'étais encore un peu naïf de ce point de vue-là. Puis ça pose question aussi au niveau théorique, c'est-à-dire que le shiatsu, en fait, est une technique holistique qui répond à l'ensemble des problématiques d'une personne, à condition qu'on travaille en harmonie avec elle. Donc, il n'y a pas de protocole type pour travailler sur une pathologie ou sur quelque chose de spécifique. C'est chaque patient, chaque client, pardon, est unique et donc on doit travailler dans ce sens-là. C'est ça le sens du shiatsu, c'est ce qui fait la beauté du shiatsu, c'est que justement il est adaptable à chaque personne, mais pas stéréotypé. On n'est pas dans un protocole défini à la base et qu'on va faire systématiquement. Ça aussi, c'est quand même comment dire, on dit, contre-intuitif, c'est contre la théorie même du shiatsu. Juste avant, il y a deux questions sur lesquelles on pourrait revenir, mais juste je voulais vous dire que j'ai eu là tout à l'heure une information disant que la CPAM s'apprêtait à sortir un texte demandant
expressément à l'ensemble des établissements médicaux d'interdire toute intervention de discipline de la santé intégrative. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans une bagarre très prochainement sur ce sujet-là. Donc ce n'est pas le moment de se mettre en porte-à-faux. C'est ça le problème au fond. C'est pas tant de dire ouais machin truc, il fait des trucs qui sont pas bien, même si c'est vrai. Mais c'est surtout, mais zut, vous nous mettez tous en danger en faisant des choses comme ça. Soyez raisonnables, soyez un peu professionnels là pour le coup. Faites attention. Je reviens sur le label et souhaite bien comprendre si un praticien sortant d'une école adhérente du SPS obtient automatiquement le label. Bah, si l'école prépare pour le label, oui. Sinon, il y a des démarches à faire. Effectivement, on peut demander la labellisation. C'est une procédure de VAE, comme ça existait pour le titre professionnel, hein. On peut effectivement, vous verrez, ce sera bientôt en ligne. On a presque fini le travail. Je ne vois plus passer d'offres de formation de l'IFSDA par le SPS. Oui, il y a un petit temps de latence là. L'IFSDA faisait son assemblée générale là, juste avant notre webinaire, donc on en saura un petit peu plus. Il y a eu une passation de pouvoir, entre guillemets, et qui est un petit peu difficile à régler. Donc, on y réfléchit toujours. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a la question par rapport donc c'est Catherine qui intervient en fait. Elle est spécialiste en shiatsu, elle intervient justement en collaboration avec les équipes médicales. Alors, il y a juste une chose que je voudrais préciser parce que j'ai eu ce cas-là. Une personne qui travaille, donc pareil, dans un institut médical et entre guillemets en accord avec la Ligue contre le cancer. Il faut savoir que la Ligue contre le cancer, c'est une association. C'est une loi de 1901. Donc, c'est sûr qu'elle est mise en avant. Donc, voilà. Mais elle n'a aucun statut médical, elle n'a rien. Donc, par contre, ce qu'elle essaie de faire, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont atteintes de cancer, entre guillemets, soit prise en charge au mieux. Et donc, elle peut éventuellement définir des partenariats, si vous voulez, avec des personnes dans le milieu du bien-être, si vous voulez. Donc, faire en sorte que, toujours dans le domaine de la prévention, que les personnes, on leur fasse du bien, que ce soit pour les détendre, etc. Mais on reste du coup toujours dans un placement de la prévention, faire en sorte que la personne soit au mieux, mais on n'est pas là pour intervenir grossièrement, en fait, pour contrecarrer les effets négatifs en fait des chimios. On est là plutôt pour, je vous dis, faire en sorte que la personne soit au mieux. Mais donc, en fait, c'est déjà la base de notre profession, mais tout le temps. Et pas simplement qu'une personne qui est atteinte d'un cancer. Exactement. Revenons aux bases quand même, comme hein, d'où vient le shiatsu et qu'est-ce que c'est que le shiatsu? C'est quand même revenir aux bases et le shiatsu ne doit pas être l'occasion de se faire du fric facilement. C'est quand même plus beau que ça. Donc c'est un peu dommage de voir gaspiller le potentiel qu'on a par des choses comme ça et qui encore une fois, emportent tout le monde, quoi. Alors, il y a une question de Christelle pour savoir est-ce qu'elle a la possibilité d'avoir un local dans une maison de santé, c'est ça? Je pense que c'est ça ce que ça veut dire. Une maison de santé, c'est si elle a un local, c'est en gros comme si elle louait un local, hein, c'est tout. Après, c'est les professionnels, en fait, eux, c'est juste le côté immobilier qui regardent, hein, c'est tout. Mais ça ne vous donne comment dire, ça ne vous donne pas du tout le droit de revendiquer un contexte euh, médical ou paramédical. Il y a des ostéopathes qui partagent leur cabinet avec un praticien de shiatsu, hein, tout à fait, c'est pas un problème, hein. Il faut faire attention, il y a des règles quand même à suivre sur la salle d'attente, l'affichage dans la salle d'attente et des choses comme ça, hein. N'est-ce pas, Marc? Oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, vous avez une obligation de présenter donc, des factures, même si la facture vous donne le lieu de l'exercice, mais vous devez présenter les tarifs
détaillé. Le tarif détaillé, c'est-à-dire la somme, la durée, le type de séance que vous allez dispenser. Ça doit être affiché. C'est un affichage obligatoire. Vous devez présenter textuellement, en fait, le médiateur à la consommation. Tout ça, c'est de la législation. Et ça, c'est ce que le syndicat, justement, vous informe par rapport à ça, à toutes ces obligations. D'autres questions? Vous pouvez intervenir même, hein, c'est possible. On a encore un petit peu de temps avant d'aller se coucher. Bonsoir. Oui, il y a les conditions générales de vente aussi qui sont obligatoires à présenter et à transmettre aux clients lors de la première consultation, n'est-ce pas? Alors, normalement, quand on reçoit les personnes, on doit lui donner tous les tenants aboutissants. Donc, c'est les conditions, comme tu dis, générales de vente. Elles peuvent être affichées, on n'est pas obligé de lui donner par l'oral, si tu veux. Donc, pendant que la personne est en salle d'attente, elle les a à disposition. Ça peut être un cadre, ça peut être un livret, etc. Elles peuvent être affichées sur le site, carrément, si vous avez un site qui affiche votre publicité. Donc, ça fait partie, oui, des obligations. Merci. Elles peuvent figurer aussi au dos de la facture, hein. Et juste avant, une dernière chose, avant même d'avoir posé le doigt sur la personne, vous avez l'obligation légale de lui dire ce que vous allez lui faire. Pas simplement, vous lui posez des questions, allez-y, allongez-vous à plat ventre et je vais vous faire la séance. Vous devez lui dire, et elle doit être d'accord sur la séance que vous allez lui dispenser. C'est une obligation, c'est une vente de service. D'autres questions? Et j'espère qu'on n'a pas plombé trop l'atmosphère. Mais vous avez bien compris que c'est vraiment pour Bonsoir Jacques et bonsoir Marc, c'est certaines. Christine. Bonsoir. Euh, le sujet m'intéresse beaucoup parce que j'ai suivi les formations et il m'est arrivé il m'arrive d'avoir des clients qui viennent me voir et qui sont en chimiothérapie. Donc je suis très intéressée par tout ce que vous dites parce que bien évidemment j'ai appris des choses, mais en même temps j'ai pas du tout envie d'être dans l'illégalité. Donc c'est vrai que c'est pas évident de. Enfin, je comprends le positionnement. Je suis praticienne en shiatsu et il se trouve que il y a Alors, cette personne. Catherine, Oui, question. question. Qu'est-ce que ça a changé dans ta prise en charge de la personne? Qu'est-ce que ça a changé dans ma prise en charge? De la personne. Bah rien. Bon, bah alors, dans ce cas-là, Je vous pourquoi pose- tu mettrais en avant que tu prends des personnes qui sont atteintes de cancer? Ah, parce que malgré tout, avec la kiné, on a abordé tout ce qui était vocabulaire technique par rapport aux cathéters, par rapport aux cicatrices, par rapport aux différents traitements. Oui, mais est-ce que tu l'affiches? Est-ce que tu affiches justement dans ta vente de services, est-ce que tu affiches que tu prends en charge des personnes atteintes de cancer? J'ai juste mis sur mon site que j'avais suivi une formation dans ce domaine-là. Mhm. Et est-ce que c'est une formation professionnelle que tu as faite? C'est une certification. Enfin, oui, c'est-à-dire ça rentre dans. On cotise pour être formé et ça rentre dans les formations professionnelles auxquelles j'ai accès. Attends, j'ai pas compris. Je cotise en tant qu'artisan. Je suis. Oui. Alors, je Voilà. suis désolé, mais la formation que tu as faite, Oui. elle a été faite sous un numéro formateur. Et le numéro formateur que tu as fait, et donc ce n'est pas une formation professionnelle. Ce n'est pas parce que la formation a été remboursée, parce qu'en fait, malheureusement, ta formatrice risque gros, puisqu'en D'accord. fait, la formation qu'elle dispense ne correspond pas à son numéro de déclaration d'activité. Ok, d'accord. Je me positionne comme praticienne en shiatsu. Comment on peut parler à des praticiens shiatsu de termes médicaux et leur dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Enfin, ça me paraît Ouais, complètement mais je pense que différent. c'est aussi avec la kiné, comme il y a la kiné dont tu parlais, Marc, qui est avec elle. Bah, Ouais. du coup, on pense que c'est réellement une formation, tu vois, avec la. C'est ça le Kiné, problème. C'est c'est ça Ben le oui, problème. oui, non, mais c'est pour ça que j'en parle, puisque je suis passée par là. c'est pas Alors, pour, c'est pas pour Et- embêter Marc, mais un kiné n'est pas médecin, Tout à fait. en plus. voilà. Donc, si tu veux, Moi, les seules choses que je peux enseigner, c'est celles qui relèvent de mon domaine de kiné. c'est ça. Et encore, je n'ai pas le droit, normalement, quand on est formateur, on a une sélection des personnes Ok, que l'on va former.
D'accord. Donc, comment? C'est-à-dire que quand on fait une formation de base, par exemple, tu ne connais pas du tout le shiatsu et on te dispense une formation de praticien de shiatsu, donc là, on va te former de A à Z. On va te donner les compétences pour exercer professionnellement. Mais ça veut dire que moi-même, je le suis. Ok. D'accord? Par contre, en tant que kiné, je n'ai pas le droit de t'enseigner de techniques de kiné. Je n'ai pas le droit de t'enseigner de pratiques médicales, puisqu'en fait, tu n'auras pas le droit de les exercer. Ok. Donc, du coup, sur mon site, je mets ça dans info personnel, c'est-à-dire tous les stages que j'ai pu faire. Et voilà, that's all. Ben, si tu le mets Oui, sur ton site, ça veut dire Comment? que si tu mets sur ton site que tu as reçu une formation de ce type-là, ça veut dire que tu veux un profil de clients qui ont ce type de pathologie. Bah, le fait est, enfin, en fait, j'ai fait la formation après avoir reçu des personnes qui sont en Mhm. chimiothérapie. Donc Mhm. voilà, donc je l'ai fait après. Et il se trouve qu'après, tu as le bouche à oreille. Et je suis même en lien avec l'Institut Raphaël, où il y a une praticienne en shiatsu in situ. Mhm. Et on intervient auprès de personnes qui sont prises en charge par l'Institut Raphaël. Et je Mhm. donne des séances de shiatsu. Mais parfois, je vais en clinique. Parfois, je Mhm. vais. Voilà. Donc, voilà, moi j'essaye juste de bien comprendre comment je peux me situer. pareil, Catherine, quand tu interviens dans une équipe médicale, tu es encadré par l'équipe médicale, donc il n'y a pas de souci. Tu vois, là, il n'y a pas de problème. Tu es Oui, mais pris en quand charge. les personnes viennent chez moi, Ben, c'est pas pareil. Là, imagine que tu as le moindre problème, tu as une descente de la DGCCRF, ils te font, tu risques la fin de ton exercice à vie. Ils alors peuvent. comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas afficher des choses comme ça. Alors j'enlève de mon site que je suis spécialisée en accompagnement Oui, cycle menstruel et voilà, et oui. cancérologie. Et Mais tu te rends compte, les risques que font prendre ces gens, il n'y a pas que cette formation-là, hein, il y en a malheureusement beaucoup. Les risques que font prendre ces gens, celui qui dit, hein, pour ne pas le citer, je ne vais pas le citer parce qu'il ne mérite pas, celui qui dit partout qu'il fait du shiatsu thérapeutique, si tu veux, euh, oui, tous les risques qu'il fait prendre aux dizaines d'élèves qu'il a eus, pendant des années et des années. Lorsque la DGCCRF fait une petite visite, ce qui arrive quand même, ça arrive, pas trop pour le shiatsu, on a de la chance parce qu'on est relativement clean. Mais à force de faire des choses comme ça, on va finir par avoir une grosse descente de la DGCCRF, hein. C'est quand même le risque. Et là, à ce moment-là, ça va faire très mal parce qu'ils vont tout éplucher, y compris ce que tu mets toi. Tu vois, c'est même si tu le fais avec beaucoup de bonne grâce, de bonne volonté, c'est pas le problème. On dit, oh, c'est bien, je te connais, donc je sais bien dans quel esprit tu le fais, mais vous vous mettez en danger ces personnes-là font que vous mettez en danger. C'est ça que nous ne pouvons plus accepter maintenant. Tu vois, nous, mais en- j'entends bien, donc c'est aussi pour ça que je veux avoir un discours qui tient la route et que parce que c'est important. Enfin, je contribue aussi dans ce que je véhicule, justement au fait que les choses soient claires. Donc, Mais j'en reviens toujours à la même question, Catherine. En quoi ça a changé tes séances de shiatsu? bah, par exemple, il y a des points qui sont transmis sur les nausées, sur, tu Mais vois, il y a un qui est est-ce que fait. tu les aurais pas fait de toute façon? Je les aurais fait. Mais alors, qu'est-ce que ça change que tu affiches, si tu veux, le fait que tu aies fait une formation En fait, à l'heure actuelle, je peux tout à fait l'enlever dans la Hmm. mesure où, en fait, alors, soit il y a les personnes que je vois in situ dans des établissements hospitaliers. Bon, bah là, il y a un encadrement médical, ça c'est une chose. Mais après, il y a des personnes, c'est le bouche à oreille. Donc là, en fait, ça va rien changer. Je peux très bien l'enlever de mon site parce que c'est des personnes qui sont venues entre les chimios pour récupérer de l'énergie, qui avaient des problèmes gastriques, enfin, je veux dire. Comme la chimiothérapie entraîne soit des diarrhées, soit de la constipation, bah voilà, on a travaillé aussi là-dessus. Je peux très bien l'enlever, hein, c'est pas un problème. Ça change rien. Moi, je me retrouve avec des personnes qui me viennent en consultation et qui sont en chimiothérapie.
Oui, mais non, ça ne change rien en fait. Ah non, Il non, faut ça faire une différence entre la législation, entre le champ de compétences et puis voilà, il faut faire cette différence-là. ouais. Et Non, mais c'est super important parce que la logique veut que quand on suit cette formation, on se dise, bah moi je me suis dit que je pouvais l'afficher sur mon site. Enfin, je peux le mettre dans les alors, stats que j'ai il fait. faut, il faut savoir qu'un professionnel, qu'un formateur connaît la législation. Juste, tu vois, il y a, il faut faire la différence entre le micro et le macro. Là, ton problème, Catherine, c'est la partie micro, on va dire, c'est-à-dire ce qui t'arrive à toi, comment tu te comportes. Après, nous sommes là, nous, syndicats professionnels, pour essayer d'être dans le macro, c'est-à-dire d'élargir la réflexion. Et la réflexion, elle est très simple. Elle est vraiment très simple. Tu as parlé de l'Institut Raphaël, par exemple. On va dire un mot de Toledano, un petit peu, tu vois, parce que c'est Ouais. intéressant. C'est intéressant tout ce qui se passe. Bah oui. Quelle est la réflexion aujourd'hui des médecins? Elle est très simple. C'est de dire, tous ces couillons qui exercent des disciplines, même les sympas, hein, même comme Toledano, hein, ils te tiendraient le même discours. Tous ces couillons-là qui font des disciplines, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. C'est sympathique leur truc, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Et donc, nous, on va encadrer tout ça et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, je ne vous cache pas qu'ils ont un modèle. Ils ont un seul modèle. C'est le Heilpraktiker à l'allemande. Heilpraktiker à l'allemande, ça veut dire quoi? Vous passez devant un jury de médecins, vous passez devant un jury de médecins et ils vous posent un tas de questions pièges. Hein. Mm. Tu rencontres telle pathologie, qu'est-ce que tu fais? C'est Ok. ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent ça. Donc, il y a un monde entre la petite formation où on te dit, attends, nous, on va faire un point pour la diarrhée. Ça fait rigoler les médecins, tout ça. Hein. Ça les D'accord. fait bien rigoler. De toute façon, je ne me positionne pas comme étant thérapeute, hein, moi. Enfin, je Non, veux non, dire, mais tu vois, Catherine, c'est-à-dire qu'il faut s'extraire, c'est-à-dire de ne pas faire de politique. mm, Quand je parle de politique, c'est le sens noble de la politique, c'est-à-dire on est dans le macro. oui, Réfléchissons à comment on va pouvoir encadrer notre métier, comment on va pouvoir encadrer notre discipline pour éviter qu'il y ait des conneries de dites, comme on en a parlé tout à l'heure sur le Japon, comme il y en a de dites en permanence sur le shiatsu, comme là, il y en a de dites sur ah ben, comment je vais prendre en charge en oncologie, comment je vais prendre l'endométriose, si tu veux. Il y a des études sur le shiatsu et l'endométriose dans le monde? Il y a une étude scientifique? ah non, Pas je une crois seule. Il n'y en a pas une seule. Pas pas. une seule. Est-ce qu'il y a une étude scientifique sur la prise en charge en oncologie sur le shiatsu? Il n'y en a pas une seule. Pour la bonne raison que, en tout et pour tout, dans le monde entier, il n'y a que malheureuses 20 petites études, dont 10 qui sont randomisées seulement. On est très pauvres en études. Nous, en France, grâce au SPS, on en est déjà à la troisième randomisée. Hein, c'est juste pour voir, aussi pour montrer la différence, tu vois, entre structures. Il y en a qui bossent sans se répandre sur les réseaux, et ils font le boulot, et les autres qui se font du pognon à bon compte ou voilà, qui ont les chevilles qui enflent tellement qu'ils ont du mal à marcher. Donc, il faut faire du macro, c'est ça l'intérêt. Moi, je suis persuadé, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde du shiatsu, je suis persuadé, parce que c'est une discipline qui est magnifique, parce que c'est extraordinaire, le shiatsu, il n'y a rien de mieux. Je suis persuadé qu'on peut la mettre en avant. On n'est pas loin de gagner les choses, mais on ne peut gagner que si on est tous raisonnables, y compris toi, Catherine, quand tu vas afficher des choses et que tu reçois quelqu'un. Bah, quand tu reçois quelqu'un qui est en chimiothérapie, tu reçois quelqu'un qui est en chimiothérapie, mais c'est avant tout un être humain sur lequel ou laquelle tu vas faire du shiatsu, comme tu sais faire. Tu sais Et faire c'est une séance de non, shiatsu. je, Je je t'en ai sais. appris suffisamment pour que tu fasses du shiatsu sur cette personne-là. Tu n'as pas besoin d'aller voir sur quel point tu dois appuyer pour que ça fasse pchit. Tu vois, Non, certes. Ce que je veux dire, c'est que je pense que je ne suis pas la seule à être passée par là, enfin, voilà, à me poser ces questions et avoir eu cette démarche. Donc, je pense que c'est bien d'en parler pour que ce soit clair. Et par exemple, tu vois, à l'Institut Raphaël, il y a une praticienne en shiatsu qui est intégrée.
Donc, Oui, ça veut oui, dire que dans la santé intégrative dont tu parlais, ils prennent en considération cette thérapie manuelle complémentaire d'accompagnement. c'est ce qu'il veut faire, Toledano. Il veut récupérer les disciplines pour créer un institut de formation. C'est ça son but. Ce qu'il a commencé à faire Oui, euh, sur le Conservatoire national des arts et métiers, il a complètement. créé un DMU de santé intégrative qui est réservé à qui, Catherine? À qui il est Je réservé? crois qu'il est réservé aux Aux personnes. médicaux. Aux médicaux, c'est Oui, tout. c'est ça. C'est Voilà. tout. Donc, ton Et Toledano, il est il content de paraît faire que... travailler quelqu'un en shiatsu, mais c'est pour récupérer le truc. Tu vois? Oui, oui, C'est mais aussi je sais pour bien. faire du pognon. Et voilà. Et je sais bien, hein, parce que j'en ai discuté avec eux et ils disent que pour l'instant, c'est pour le personnel médical et que ça pourrait s'ouvrir par la suite. Mais bon, entre ce qui est dit et ce qui est fait, Si tu fais sa formation, qui coûtera très cher. ah bah non, mais je vais pas Ça, la faire. ça sera ça, tu verras. Non, non, mais je vais pas la faire, hein, de toute façon, parce que moi, je suis très bien là où je suis. Non, mais Et je te voilà. dis, tu sais, malheureusement, voilà, nous, encore une fois, comme on est dans le macro, on connaît beaucoup de choses. Donc, Oui, mais c'est ça, c'est intéressant. bah oui, on s'en vante pas, tu vois, mais oui, et on gagne pas de sous avec, hein. Faut savoir que par rapport aux femmes enceintes, quand vous êtes couvert par une assurance, puisque vous êtes des professionnels, une responsabilité civile professionnelle, ils refusent que nous nous occupions de femmes enceintes. Voilà, il faut le savoir. Donc, prendre en charge une femme enceinte durant une certaine période de sa grossesse, et c'est trop de risques que les assurances refusent de prendre en charge. Donc, il faut s'assurer il faut bien lire nos assurances pour savoir si on a le droit de pratiquer sur ce type Mm. de clientèle. Oui, non, c'est pas facile, c'est sûr. C'est juste avoir la conscience, encore une fois, avoir la conscience de ce qu'on fait dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, c'est juste le but. Et effectivement, Marc, moi, je trouve très bien résumé la chose. Effectivement, d'un côté, il y a un syndicat professionnel. Et donc, un syndicat, c'est une organisation qui est reconnue par les tutelles, qui est claire dans son message par rapport à une association où le message peut être un peu plus trouble. Donc, voilà, c'est la grosse différence entre les deux, hein, mais ce qui n'empêche pas qu'effectivement, nous avons des relations avec la fédération, et c'est pas, là, on n'est pas en train de régler nos comptes avec la fédération, c'est juste qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, c'est tout. Et si c'était parmi nos troupes, d'ailleurs, on le fait sans cesse de les dénoncer, hein. Il y a des soucis aussi, quelquefois, avec nos adhérents, donc on le fait. Euh, mais il faut qu'on soit tous raisonnables, tous sérieux. Encore une fois, on peut arracher quelque chose, parce que je vous assure que le nombre de gens qui bossent sur la question est très important. Maintenant, faut voir comment on est considéré par les médecins qui sont mieux organisés que nous et qui ont plus de moyens que nous, hein. Je parle du CUMIC, je parle justement de Toledano et de son aventure, là, du CNAM. Vous allez avoir bientôt, au mois de juin, vous allez avoir le grand colloque de l'Agence des médecines complémentaires et adaptées. Vous allez voir que ça va faire mal, parce qu'eux, ils vont sortir leur modèle qui ne sera pas très bon pour nous. Tous ces gens-là, ils ont des modèles qui sont en train de préparer et qui vont nous laisser un peu sur la touche, hein. Nous, la seule chance qu'on a, c'est d'aller vers le modèle à la Suisse, c'est-à-dire de mettre dans la boucle nos clients, de mettre dans la boucle les assureurs, de mettre dans la boucle les mutuelles, de travailler tous de concert et de proposer un modèle qui soit cohérent. Et le modèle cohérent, il passe par une seule chose, éviter la perte de chance. Parce que quand tu reçois effectivement quelqu'un qui est en chimiothérapie, il va te faire complètement confiance et va savoir s'il va pas arrêter tel ou tel médicament qui est absolument indispensable, parce que du coup, il se dit, ouais, mais finalement, j'en ai marre, j'ai trop mal, et trop d'effets secondaires et tout ça. Allez, hop, confiance avec le shiatsu. Et là, on se fait ramasser. C'est là où il y a le piège. C'est là où est le piège. Il faut faire très attention à ça. Hmm. Non, mais justement, par rapport aux mutuelles, comment on peut agir pour toucher les mutuelles?
Est-ce que c'est en faisant en sorte que nos clients envoient des factures à leur mutuelle? Oui, absolument. Euh, Il faut savoir qu'une mutuelle, c'est une assurance. Une assurance, en fait, elle décide de ce qui va lui permettre d'augmenter son nombre d'adhérents. C'est une technique de commerce, si vous voulez. Donc, la mutuelle, elle a besoin d'attirer des personnes pour signer des contrats. Donc, elle va proposer éventuellement des services. Et donc, certaines mutuelles vont proposer justement des services dans le domaine du bien-être pour être attractifs. Donc, certaines remboursent 3 séances d'ostéo, 3 séances de shiatsu, etc. Mais c'est ni plus ni moins qu'un appel d'offres, c'est tout, hein. C'est rien d'autre, hein. C'est pas du tout une reconnaissance comme quoi c'est du domaine médical ou paramédical. C'est rien non, d'autre. non, Donc, plus les personnes en fait enverront des factures à des mutuelles, plus des mutuelles se diront ah il y a une manne à exploiter et donc ils proposeront cette clause dans leur contrat. Mhm. Bah oui. Les grands groupes, les deux grands groupes en fait de mutuelles là, aujourd'hui, donc que ce soit la Mutualité française ou Apicil, ils sont en attente. Euh, Ils sont en attente. Donc, ils sont en attente des décisions gouvernementales concernant les thérapies complémentaires. Bon, le gouvernement, il ne dit pas grand-chose là-dessus pour l'instant, et c'est normal. En principe, ce n'est pas trop son domaine, mais quand même. Et ils sont en attente de nos comportements. Moi, j'ai eu l'année dernière, pour Syndicaire, j'ai eu longuement la mutualité française en visio. Ça a duré presque 2 heures. Leur message, c'était, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, et on ne sait pas ce qu'on doit rembourser parce qu'on ne sait pas trop ce qui est sérieux ou pas sérieux. Voilà. Donc le travail, c'est ça aussi, tu vois. Et là, c'est pareil, hein, quand je disais tout à l'heure que la Mivilude, elle regardait les sites, que les tutelles regardent les sites, ne croyez pas que les mutuelles, elles n'ont pas des services adaptés pour regarder tout ça, justement. Et plus il y a de conneries qui sont écrites, et moins elles ont confiance, ce qui est normal. Donc, le travail, il est aussi à faire de ce point de vue-là. Il est aussi dans la pédagogie qu'on peut avoir auprès des mutuelles et des assureurs de manière générale. Mais ouais, il faut mettre les patients dans la boucle, mais c'est quelque chose à laquelle on réfléchit aussi de créer. Alors là, c'est du côté de syndicaire. On est en train de réfléchir effectivement à créer une fédération plus large, incluant aussi les clients, hein, parce que c'est eux qui vont décider de la chose aussi, hein. C'est eux qui ont leur mot à dire dans l'affaire. Quand on a été reçu au CESE, c'était dans l'idée que peut-être, bon, là pour le coup on était bien dans l'utopie, mais c'était dans l'idée de dire, bah, tiens, pourquoi il ne ferait pas une convention citoyenne sur la santé et sur la santé intégrative? On a été reçus, hein, ils nous ont écoutés, la commission des affaires sociales nous a écoutés. Ils étaient plutôt intéressés, mais ceux qui ont remporté le morceau, c'était quand même les médecins dans l'Assemblée et les mutuelles, justement. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il faut être, encore une fois, il faut être politique au bon sens du terme. Donc et voilà. Bon, Ok, bah merci beaucoup et bonne soirée. Il faut que je vous laisse. oui, Et oui, ben, merci on, pour. on va aller se coucher aussi, hein, je pense. Mireille, elle commence à fatiguer, je Juste, vois. juste une chose, parce que du coup, là, c'est Eric. Eric qui dit que certaines mutuelles exigent dans les contrats un numéro finesse ou ADELI pour les remboursements. Ces numéros relèvent du domaine médical et paramédical. Donc, il dit que justement, ces patients, alors pour rappel, nous n'avons pas des patients, mais nous avons des clients. Si nous avons des patients, nous relevons du domaine médical. Donc, même moi qui suis kiné et donc spécialiste en shiatsu, je suis désolé, j'ai mes patients kinés et j'ai mes clients shiatsu. Donc ça, il faut bien séparer. Voilà. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va se quitter. En tout cas, merci. Il y avait une bonne audience ce soir, donc ça prouve que les sujets intéressent. Et puis, Même quand ça pique. même quand ça pique. Et, bon,
Et des fois, ça fait du bien que ça pique un peu. Oui. Donc, merci, merci Marc, merci Mireille d'avoir animé. Et merci à toi aussi. Première tentative de webinaire qui n'en était pas un. Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde.